Nous sommes devenus complètement incapables de rester seuls avec nous-mêmes. Mais pas seuls pendant plusieurs heures, même juste 30 simples secondes, on n'y arrive plus. Pour le prouver, il y a quelques années, des chercheurs de l'université de Virginie ont fait une expérience. Ils ont mis des gens dans une pièce vide, sans téléphone, sans musique, sans rien. Des gens juste avec eux-mêmes et leurs propres pensées. Et tout ça pour à peine 15 minutes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une majorité a préféré s'infliger des électrochocs plutôt que de rester en silence. Des électrochocs volontaires et douloureux pour se stimuler, plutôt que de passer 15 minutes seul avec soi-même. Mais dans le fond, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ni de la paresse. Ça, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Si aujourd'hui on ne tient plus face au silence, ce n'est pas un hasard, c'est même voulu. Et tout ça, ça commence avec le bruit mental. Pendant des siècles, la norme c'était ça. Tu t'assois, tu ouvres un livre et tu restes dessus 1 heure, 2 heures, voire 3 heures pour les plus courageux. En somme, tu entres corps et âme dans un monde et tu y restes. Et tu fais vivre ce monde en toi, puis quand tu en sors, quelque chose en toi a changé. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone et en 1 minute, tu as déjà vu plus d'images, de visages, d'avis, de polémiques, de fake news et de blagues qu'un être humain du Moyen-Âge envoyé en plusieurs semaines. Et désormais, on s'étonne de ne plus réussir à lire 3 pages sans décrocher. En 2023, 46% des Américains n'ont lu aucun livre, absolument aucun. Et pour répondre à ce problème, les articles de presse, eux, ont fondu. En 2000, un article de presse standard faisait environ 800 mots. En 2019, ils sont réduits à 300 mots. Et comme par hasard, les études te sortent ce chiffre. La capacité de concentration moyenne tournerait désormais autour de 9 secondes. Mark Manson, auteur du fameux livre « L'art subtil de s'en foutre », dit un truc un peu brutal. Les gens ont la capacité d'attention d'un putain de poisson rouge, alors la presse écrit des articles pour poisson rouge. Dans la même veine, Netflix a découvert que les spectateurs décident de regarder une série ou pas en moins de 7 secondes dès le premier épisode. Alors maintenant, tout commence in medias res, c'est-à-dire en plein milieu de l'action, parce qu'on n'a plus la patience d'attendre que l'histoire se construise, on n'a plus la patience d'attendre de planter le décor. En 20 ans, le temps moyen passé sur une même tâche est passé de 2 minutes 30 à 47 secondes. Mais c'est pas que t'es paresseux ou que t'es en manque de volonté, c'est que ton attention, elle a été volontairement fragmentée. Mais l'attention, c'est quoi en fait ? L'attention, elle est définie comme une sélection de certaines informations et pas d'autres pour permettre au cerveau, qui a des capacités limitées de traitement de l'information, de traiter ce qui est nécessaire ou pas pour agir. L'attention détermine donc notre perception du monde car nos émotions dépendent de ce sur quoi on se concentre. Et ce sur quoi on se concentre crée ce qu'on appelle un biais attentionnel. On va privilégier une partie de l'information pour analyser une partie du monde. Ce biais va nous faire avoir des pensées différentes sur les gens, le monde et nous-mêmes. Sauf que nos smartphones, là, qu'on utilise en masse tout le temps, ils ont détruit cette capacité d'attention. Globalement, l'attention, elle fonctionne en 4 étapes. D'abord, il y a la science. C'est la capacité d'une chose à attirer notre attention, que ce soit la taille, la luminosité, le mouvement. Et les écrans sont justement conçus pour maximiser cette science. Ensuite, il y a la phase de capture de l'attention. Si le cerveau décide de rester sur la chose, il l'analyse à fond. Ensuite, il entame la 3e phase qui est la captivation. Ça, c'est quand la capture de l'attention dure vraiment dans le temps. Là, un processus décisionnel sur ce qu'on va faire ensuite se passe. Puis enfin, arrive la dernière étape qui est la mise en mémoire. Si notre cerveau estime que la situation qu'on a vécue peut se répéter et qu'elle nous a été totalement utile, voire qu'il a eu un sentiment de récompense, il la garde en mémoire pour rendre tous ces processus des 4 phases complètement rapides la prochaine fois qu'on verra la même situation. Mais aujourd'hui, en fait, on ne passe jamais par ces 4 étapes. On reste bloqué entre la science et la capture. On zappe tout, on survole, on n'analyse plus rien, on ne retient absolument rien, on ne vit les choses qu'en surface. Tu veux un exemple concret ? Arrête cette vidéo et va scroller. Tu vas probablement scroller pendant 15 minutes, arrête-toi. C'est quoi les dernières vidéos que t'as vues ? Les 3 dernières, elles parlaient de quoi ? C'était quoi le sujet ? La vérité, c'est que tu seras probablement incapable de répondre à ça, et c'est totalement voulu en fait. Et tu ne le sais pas, mais c'est ça la fragmentation de l'attention. C'est une mine d'or qui permet d'alimenter ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est très simple, si j'arrive à garder ton regard fixé sur un écran, je gagne de l'argent. YouTube est gratuit entre guillemets, tout comme Instagram, TikTok ou Facebook ou n'importe quel autre réseau social que tu connais. Sauf qu'en réalité, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Capter ton attention et te faire rester ici le plus longtemps possible, c'est ce que j'essaye de faire sur cette vidéo pour avoir un watch time idéal. Mais mon but c'est pas de te vendre des choses, mon but c'est que tu apprennes des trucs. C'est la seule différence, moi je n'ai absolument rien à te monétiser. Et on sait cette chose depuis un petit moment. Par exemple, il y a un ancien PDG de TF1, Patrick Lelay, qui a dit en toute transparence « À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, en somme, c'est du temps de cerveau disponible. » Ton temps de cerveau disponible, c'est ça l'économie de l'attention. On se fait de l'argent sur ton attention. Parce qu'aujourd'hui, la ressource la plus rare et la plus précieuse, c'est pas l'or et c'est pas le pétrole non plus. C'est ton attention et surtout les datas qu'on en récolte.
Ton temps, ton cerveau, tes rêves, ta discipline, tes ambitions. Ils connaissent tout cela de toi et ils s'en servent pour capter ton énergie. En fait, ton smartphone, c'est un peu l'équivalent du film Matrix mais qui tient dans ta poche. Parce que les applications se sont posées la question suivante. Comment on fait pour que tu ne partes plus ? Et elles ont répondu avec une précision chirurgicale. D'abord avec la création d'un algorithme. Chaque plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou même Le Bon Coin, utilise son propre algorithme dont le fonctionnement précis n'est pas connu du public. Mais à travers lui, ils apprennent tout ce que tu aimes, ce qui t'énerve, ce qui te choque. Ils se basent sur tes données, ton âge, ta localisation, tes clics et même tes temps de pause. On connaît tous aussi les fameux cookies qu'on doit accepter en allant sur un site. Mais ça va plus loin que ça, certaines applications utilisent même la captation oculaire via ta caméra frontale pour savoir où se pose ton regard et combien de temps. Et grâce à toutes ces données, on te balance sans cesse un contenu optimisé uniquement pour toi, ce qui te donne envie de rester toujours plus longtemps, parce que tu as l'impression qu'en fait, l'algorithme te connaît comme ta poche, ce qui est en fait vrai. Tu crois voir le monde entier via ton écran, mais en réalité, tu ne vois qu'un monde qui te ressemble. Un monde construit par un algorithme d'après des milliards de données qu'il a sur toi. Ta bulle factice devient ta réalité. Bienvenue dans la matrice Néo. Ensuite, il y a l'engagement. En poussant du contenu qui génère de la colère, de la haine, de la stupidité, des fausses informations, ça incite les utilisateurs à réagir, c'est-à-dire à commenter en masse. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses néfastes, mais ça on y reviendra un peu plus tard. L'engagement en soi, ça peut aussi être positif. Tu peux soutenir des créateurs que tu aimes avec ton engagement. Plus tu visionnes une vidéo longtemps, plus tu la commentes, plus tu la partages et si tu t'abonnes, je parle pas de ma vidéo là, plus ça envoie de données à l'algorithme qui dit « ce contenu fait réagir les gens, mets-le en avant ». Et d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe, mais les haters qui commentent toutes les vidéos des youtubeurs qu'ils détestent soutiennent directement ces mêmes youtubeurs en fait. Donc, plus il y a d'engagement sur un contenu, plus il est mis en avant par l'algorithme, qu'il soit bénéfique ou néfaste. Et honnêtement, c'est souvent le contenu néfaste qui est mis en avant, parce que ça génère de la colère, de la haine, du ressentiment, donc beaucoup plus d'émotions vives, donc beaucoup plus de réactions à chaud, ce qui provoque des guerres interminables dans les commentaires. Et de ce fait, ça génère encore plus de cash grâce aux publicités. L'économie de l'attention a donc donné naissance à la course au buzz. Pour gagner cette course, il faut donc être dans la surenchère de la stupidité, de la haine et de la désinformation. Tu sais, c'est ce genre de vidéo en mode « Kakou kakou, aujourd'hui on va apprendre à faire un avion papier avec le caca de son hamster !» On a pu voir récemment des gens qui humiliaient un pauvre type fragile comme Jean Pormanov, causant l'arrêt total de ses fonctions vitales au passage, et qui s'en sortent complètement. Et en tant qu'ancien éducateur spécialisé, je ne parlerai même pas de ceux qui ont tendu un gosse en foyer pour l'afficher sur les réseaux sociaux. Il ne semble vraiment plus y avoir de limite à la connerie. Bref. Ensuite, après l'algorithme et l'engagement, il y a ce qu'on appelle les dark patterns. Ça, ce sont les designs des applications conçus pour que tu restes le plus longtemps possible. Tu sais, les notifications avec des petits points rouges, le rouge qui est une couleur qui attire fortement l'œil humain. L'élément le plus connu du dark pattern, par exemple, c'est le scroll infini. Son créateur, d'ailleurs, Asa Raskin, s'en veut de l'avoir créé. D'après lui, le scroll infini fait perdre à l'humanité l'équivalent de 200 000 vies par jour. Je répète, fait perdre à l'humanité l'équivalent de 200 000 vies par jour. Un autre fameux élément du dark pattern, c'est le fameux rafraîchissement infini. Tu sais, quand tu fais défiler ta page vers le bas pour charger tout un nouveau fil de contenu, et tu peux faire ça non-stop. Et en plus de tout ça, les plateformes créent aussi de la confusion volontairement. Sur une même page, Instagram par exemple, tu vas avoir les publications de tes proches, ainsi que de parfaits inconnus, entre des pubs, de la politique, des pubs, et surtout beaucoup de fake news au milieu de quelques pages de pubs, et beaucoup de titres putaclic au milieu de quelques pages de... Bref, t'as compris. Et donc dans ta tête, à la base tu voulais juste regarder comment ta crush de la salle de sport se porte, et en fait tu vois plein de conneries, tu sais plus trop où t'en es, tout se mélange, tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne sais plus qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, et je parle même pas de l'arrivée massive de toutes les vidéos avec de l'IA. Alors, vu que t'es complètement confus, tu te retrouves en quête de sens. Pour trouver ce sens à ta vie, tu scrolles de plus en plus, sauf qu'à la fin tu sais même plus ce que tu cherches. Outre les réseaux sociaux, avec le téléphone, on a aussi banalisé le multitâche. Écouter un podcast en travaillant, regarder une série en mangeant et checker ses mails en parlant à quelqu'un, c'est normal et ça choque plus personne. Mais en vérité, tu te concentres que sur une seule chose à la fois. Simplement, tu switches si vite entre plusieurs tâches que tu as l'illusion du multitâche. Sauf que ce switch permanent, il a un coût. Le multitâche, il faut comprendre qu'on n'est pas conçu pour, et surtout c'est néfaste pour le cerveau. Des études de Stanford ont montré que le multitâche détruit l'efficacité. Ton cerveau passe d'une tâche à l'autre, et à chaque transition, il perd de l'énergie, de la clarté et de la présence. Alors du coup, tu fatigues plus vite, tu retiens moins les choses, et ton niveau de stress augmente.
En somme, c'est pas que tu aurais plus de volonté pour te concentrer, c'est que ton système attentionnel il est bombardé de tous les côtés. En France, en moyenne, on consulte notre téléphone 220 fois par jour. J'ai trouvé une autre étude qui disait 58 fois, et j'ai aussi vu aux États-Unis qu'on serait à 320 fois. Mais en fait, peu importe le chiffre exact, ça reste beaucoup trop, c'est énorme. En gros, on considère que c'est une vérification de téléphone une fois toutes les 15 minutes. Sauf que quand tu es concentré sur quelque chose et que tu es interrompu, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver ton niveau de concentration initial. C'est énorme, surtout quand tu as mis du temps à te concentrer sur une tâche qui est compliquée. Tout ça pour une notification de 2 secondes qui t'incite à regarder des gens lancer des tranches de cheddar sur la gueule de leur bébé. Or, une bonne attention, c'est une attention dite fluide, c'est-à-dire qu'il peut passer d'une chose à une autre et facilement revenir à la tâche initiale. Sauf qu'avec tout ça, ton attention maintenant elle est un peu éparpillée façon puzzle. Et donc tu vis avec le sentiment chronique de ne pas avoir le temps de faire ce que tu as à faire et tu perds le fil de tes pensées régulièrement. Mais le pire c'est que maintenant en 2025, on essaye d'aggraver un petit peu plus la chose. 54% des utilisateurs déclarent regarder du contenu en x1,5 ou x2, parce que ça va pas assez vite, faut être productif à fond. Et en fait ça impacte très négativement la mémorisation et la compréhension. Si tu fais ça avec ma vidéo, honnêtement, va regarder autre chose, ça servira à rien, tu vas rien retenir. Avec tout ça, on a développé ce qu'on appelle le brain rot. C'est une détérioration de nos capacités cognitives liée à la surconsommation de contenu rapide et peu stimulant sur le plan intellectuel. C'est pas que notre attention qui a été fragmentée, c'est aussi notre capacité à gérer l'information. Parce que chaque jour, en moyenne, une personne est exposée à l'équivalent de 74 gigas d'informations. Ça paraît petit comme ça. Mais en réalité, 74 gigas, c'est l'équivalent de 100 000 mots, soit un bon gros roman. Essaye par exemple, demain, de lire Guerre épée en entier, en une seule fois. Même si le roman est magnifique, tu vas vraiment avoir très mal à la tête et tu vas pas retenir grand chose. Parce que lorsqu'il y a trop d'informations à traiter, tu peux ressentir ce qu'on appelle une surcharge cognitive. C'est quand tu atteins un point de paralysie de l'information, tu n'es plus capable de traiter l'information, puis d'agir en conséquence. D'ailleurs, un rapport de 2025 indique que 68% des travailleurs dans le monde se disent dépassés par les volumes d'informations à gérer, et près d'un sur deux, soit 46%, ressent le début d'un burn-out. Et cette surcharge d'informations, ça engendre 3 choses chez les gens, la paralysie, la colère et la passivité. La paralysie, c'est être incapable de traiter un sujet ou un problème parce qu'il est plus complexe que ce que tu peux gérer. C'est un peu ce que tu ressentais au collège ou au lycée quand tu étais face à un problème de maths. La colère, ça, c'est quand l'information que tu essaies d'assimiler ne correspond pas à ta façon de penser ou de ressentir. Alors tes sentiments, tes croyances sont remis en question, et les tentatives répétées d'aborder un même sujet qui ne correspond pas à tes valeurs, ça provoque du bouleversement et de l'anxiété. La passivité, quant à elle, c'est quand forger une opinion sur un sujet semble trop complexe, c'est plus simple de suivre les autres. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, ton cerveau il baigne dans un flot constant d'informations et tu n'arrives plus vraiment à comprendre des choses que tu pouvais même comprendre facilement à l'époque. C'est pas que t'es devenu idiot ou que ton cerveau s'est affaibli, c'est qu'il est vraiment submergé. Et ça, c'est complètement différent et c'est important de le comprendre. Et justement, cette surcharge cognitive ne vient pas que des écrans, elle vient aussi de quelque chose de plus insidieux, le choix. On vit dans une époque où on a le choix dans absolument tout. Tu peux trouver 100 variétés de cookies différentes, 18 marques de dentifrice à choisir, 32 000 shampoings, 300 nouveaux téléphones qui sortent par jour, et dans ton téléphone, tu as environ le choix entre 14 000 applications différentes. On vit dans une époque où le célibat explose de partout, alors qu'on pense tous avoir le choix entre 6400 personnes différentes par jour grâce à Tinder, entre autres. Mais avant, si t'étais né dans un petit village et que tu étais par exemple, je sais pas, fils de mécanicien, tu savais que tu allais finir tes jours dans ce village et devenir mécanicien. Or aujourd'hui, tu peux travailler d'où tu veux, étudier ce que tu veux, changer de métier autant de fois que tu veux quasiment, voire devenir un digital nomade, une sorte de gitan des temps modernes avec du wifi. Avant, on se mariait le plus tôt possible et on faisait des enfants. La seule question était avec qui. Aujourd'hui, tout est à choisir. Qui, quand, comment, où, pourquoi, combien. Et en fait, tous ces choix à faire préoccupent les gens au plus haut point et détruisent leur capacité à se concentrer. Barry Schwartz, un psychologue, a théorisé ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Il y parle de ce qu'il nomme le dogme officiel, qui dit que pour maximiser le bien-être des citoyens, il faut maximiser leur liberté individuelle, parce que la liberté est forcément bonne, de valeur et essentielle à l'humain. Donc pour lui, plus de choix égale plus de liberté mène à plus de bien-être, donc forcément, plus de choix égale être plus heureux. C'est ça qu'il nomme le dogme officiel, et il l'a appelé comme ça parce qu'en fait, ça semble tellement évident que personne ne le remet en question. Sauf que Barry Schwartz, il s'est un petit peu posé, et il a réfléchi, il a découvert quelque chose, trop de choix tue le choix. Il y a 4 effets négatifs d'un trop grand nombre de choix. D'abord, la paralysie, là encore, quand on a trop de choix, on ne choisit plus, on reste bloqué. Par exemple, je dis ça sans haine, mais les femmes sur Tinder ont trop de choix, elles ont juste à piocher qui elles veulent, du coup elles choisissent plus.
Un autre exemple qui parle à peut-être plus de gens, c'est le soir quand tu rentres fatigué du travail, tu veux regarder un film, tu vas te poser dans ton canapé et t'as le choix entre Netflix, Dorsel TV, Amazon Prime. Et donc tu t'endors comme un gros cake devant ta télé et t'as rien regardé, tu te réveilles, t'es explosé et il faut retourner au boulot. Ensuite, après la paralysie, si tu la surmontes et que tu fais un choix, tu finis beaucoup plus insatisfait par ton choix que si tu as vu moins d'options. Parce que t'es pas sûr d'avoir choisi la meilleure option. Dans le fond, en fait, choisir c'est renoncer. Alors on imagine en permanence qu'un autre choix aurait été meilleur, ce qui génère du regret, et donc de l'insatisfaction chronique. Au final, plus de choix, c'est avoir plus de regrets. Le troisième effet, c'est ce que Barry Schwartz nomme les coûts d'opportunité. La valeur des choses dépend de ce à quoi on les compare. S'il y a beaucoup d'alternatives, il est facile d'imaginer les bons côtés des choses qu'on a rejetées et d'imaginer les mauvais côtés de notre choix. Il donne un exemple assez drôle. Un employé de bureau s'ennuie à son travail et se dit qu'il serait franchement mieux en train de pratiquer son golf. Alors il quitte son travail, il est chanceux le bougre, et finit par aller jouer au golf. Et en pleine partie, il se dit qu'il serait quand même mieux blotti contre sa femme, on va dire. Alors il rentre chez lui, il séduit sa femme et ils font ce qu'ils ont à faire. Et en pleine action avec sa dulcinée, il se dit qu'il a oublié de répondre à des mails importants à son boulot. Alors franchement, il serait mieux au travail. La boucle est bouclée. Dans le fond, nous ne sommes jamais dans le moment présent et nous sommes désormais des insatisfaits chroniques. Et le quatrième et dernier effet, c'est ce qu'il nomme l'escalade des attentes. Quand on a énormément de choix sur une chose, inévitablement, nos attentes concernant cette chose augmentent drastiquement. Dans le fond, Barry Schwartz dit « Tout était mieux avant quand tout était pire ». Parce que dans ces temps-là, les gens pouvaient se permettre d'avoir d'heureuses surprises. Et il ajoute quelque chose de terrible. Quand tu n'as pas de choix dans ta vie et que ce que tu as est mauvais, c'est de la faute du monde. Mais quand tu as beaucoup de choix dans tout et que ce que tu as est mauvais, c'est de ta faute. Et ça, tu vas le ruminer en permanence. Et donc, avec toute cette addiction, ce choix, cette surcharge cognitive, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié en fait. Le silence. Nous vivons dans un monde qui n'arrête jamais de créer du bruit. Du trafic tonitruant dans les villes aux notifications incessantes dans nos poches, le bruit est devenu un compagnon toxique. Or, on l'a oublié, mais le silence n'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose de totalement essentiel. Richard Sitovic, je sais pas comment on prononce, un neurologue célèbre, a dit « Le silence est un nutriment essentiel, il est nécessaire que nous réfléchissions ». Aujourd'hui, le bruit urbain augmente de 0,5 à 1 décibel par an. Et il est lié aux maladies cardiaques, à l'anxiété et au retard cognitif chez les enfants. Une étude de l'université de Pavie en 2006 a révélé que 2 minutes de silence entre des morceaux de musique réduisent les marqueurs de stress, comme la pression artérielle ou le rythme cardiaque, plus efficacement que le repos. Le silence réduit donc le stress, mais il aide aussi le cerveau à prospérer en lui permettant de se concentrer plus efficacement. Il offre aussi une réinitialisation sensorielle et il permet au cerveau de se reposer tout simplement. Il améliore la qualité du sommeil et il diminue la surcharge cognitive dont on a parlé plus tôt. Et il augmente alors les capacités d'apprentissage. Une étude de l'université de Johns Hopkins de 2023, j'ai bombardé les recherches sur cette vidéo, a révélé que le silence déclenche la création de neurones, améliorant ainsi la cognition. On appelle ça la neurogénèse, mais cette étude a aussi montré que le cerveau traite le silence comme un événement actif et pas comme une absence de bruit. Par exemple, depuis tout à l'heure, tu m'écoutes parler avec ma voix douce et suave sur un joli petit fond musical, mais si d'un coup je fais ça, eh bien là, si tu étais inattentif, tu viens peut-être de te dire « Ah mais attends, mais c'est quoi ce bordel là ?» Parce que ton cerveau a traité le silence soudain comme un événement pur. En fait, on fuit le silence. Gordon Hampton, écologiste acoustique, dit « Depuis la révolution industrielle, le bruit est synonyme de productivité et de progrès. Dans toute cette clameur, nous avons tous oublié la valeur du silence. » Effectivement, aujourd'hui, le silence n'existe plus. On a toujours un podcast en fond dans les oreilles ou alors de la musique, et les écrans sont allumés en permanence. En fait, on allume même la télévision quand on part au travail, pour nos animaux de compagnie, pour qu'ils ne soient pas seuls dans le silence. Mais en vérité, ton chat, il s'en fout un peu de BFM TV. En somme, notre époque et nos modes de vie te privent de silence, alors que ton cerveau en a besoin plus que jamais. Et en plus de tout ce qu'on a pu voir de négatif jusque-là, il y a quelque chose d'encore plus profond. Le monde va beaucoup trop vite aujourd'hui. Hartmut Rosa, un philosophe allemand, a théorisé ce qu'il appelle l'accélération sociale. Il dit « Il n'y a pas longtemps encore, on espérait que l'évolution technologique allait nous permettre d'alléger le travail et de libérer du temps libre. C'est l'inverse qui a eu lieu. Nous avons le sentiment de toujours manquer de temps, tout en étant équipés de toujours plus d'appareils qui effectuent des tâches à notre place. De façon surprenante, les nouvelles technologies exigent en réalité du temps supplémentaire. Ainsi, elles accroissent de plus en plus le rythme de vie. » On a eu une accélération sur le déplacement, on a maintenant l'avion, le train, la voiture, les trottinettes électriques, fléau des temps modernes. Mais on a aussi les fast-foods, le speed dating, la 5G, la Wi-Fi, bientôt la Li-Fi. Et on a maintenant l'habitude nouvelle de tout regarder en x2. Et notre habitude encore plus néfaste, celle de tout faire en même temps pour aller plus vite. L'accélération n'est pas que technologique, mais elle est aussi sociale et culturelle.
Hartmut Rosa dit « Il s'est écoulé 38 ans entre l'invention du poste de radio à la fin du 19e siècle et sa diffusion à 50 millions d'appareils, tandis que cela n'a pris que 4 années pour la connexion à Internet. » Je sais plus dans quelle vidéo ou qui j'avais vu, mais j'avais vu quelqu'un dire qu'en gros, il avait fallu seulement 1000 jours à ChatGPT pour atteindre le milliard d'utilisateurs. C'est énorme. Donc c'est un fait, tout va plus vite, et à l'échelle d'une vie, nous changeons de métier, de conjoint ou d'orientation politique beaucoup plus souvent qu'autrefois. Et comme la vie moderne est pour beaucoup sans au-delà, donc elle est finie en elle-même, il faut qu'elle soit bien remplie pour être jugée bonne. De plus, quand la société entière est accélérée, même la politique n'arrive plus à créer de la stabilité. L'évolution économique et technique et la politique sont complètement désynchronisées. En gros, ce que ça veut dire, c'est que la technologie et l'économie évoluent très vite, alors que la politique, quant à elle, est lente. Elle a besoin de lois, de débats et de consensus, accessoirement d'un gouvernement, mais je dis ça, je dis rien. Du coup, la politique n'arrive plus à suivre une société qui change en permanence, alors elle réagit en permanence, dans l'urgence, au lieu de planifier. La vitesse du monde est telle que ça met une pression sur les institutions et elles n'arrivent pas à suivre. Résultat, nous vivons dans une ambiance de crise permanente et d'urgence permanente. J'ai dit beaucoup trop de fois permanente, je m'excuse. Et dans un monde organisé autour de l'urgence, notre attention et notre présence intérieure explosent en morceaux. Et cette accélération ne touche pas que la technologie, elle touche aussi notre relation à nous-mêmes. Là, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais Monsieur Byung-Chul Han, un philosophe coréen, explique un changement de paradigme dans son essai « La société de la fatigue ». Le passage d'une société disciplinaire où la contrainte sur l'individu se multiplie par l'extérieur à une société de la performance où la contrainte sur l'individu vient de l'individu lui-même. Et Han constate un changement significatif dans ce qui nous motive. Dans le passé, c'était surtout le contrôle externe qui dictait aux gens quoi faire. L'esclave au fin fond du Sahara qui devait monter des cailloux en haut d'une pyramide et se faisait fouetter la gueule, il faisait pas ça de gaieté de cœur, il avait pas vraiment le choix. Maintenant, c'est le contrôle interne qui a lieu. Il s'agit de prendre en main sa vie pour réussir à exceller. En gros, on est donc passé d'une société disciplinaire à une société de la réussite. Et on se met une pression de dingue. Une des différences entre la société disciplinaire et la société de la réussite réside dans ce que Han appelle la négativité du pouvoir, en gros le « tu dois » par rapport à la positivité du pouvoir, le « je peux ». Dans le « tu dois », il existe une force extérieure qui nous dicte quoi faire. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'esclave en Égypte. C'est une relation un peu maître-esclave. Pour Han, le « je peux » est bien plus efficace parce que la positivité du pouvoir est bien plus efficace que la négativité du devoir. Par conséquent, l'inconscient social passe du « devrait » au pouvoir. Le sujet centré sur sa réussite est plus rapide et plus productif que celui axé sur l'obéissance. En gros, au lieu d'être placés dans des camps avec des maîtres qui nous forcent à travailler, nous sommes devenus nous-mêmes des incarnations de ces camps et nous sommes devenus nos propres tyrans. Parce que l'idée de liberté de devenir tout ce qu'on rêve d'être nous pousse alors à une auto-exploitation permanente. Il y avait longtemps que je l'avais pas dit. Nous nous concentrons sur l'optimisation de soi, le fait d'être la meilleure version de soi-même, qu'on pense ne jamais atteindre, car on pense toujours pouvoir faire mieux. Le problème de la société de la réussite est que ses membres ont tendance à être motivés intérieurement à se dépasser de manière constante. Le travail acharné sur soi et la quête d'une progression constante mènent à cet épuisement profond qu'on appelle un burn-out. D'ailleurs, une étude de Gallup en 2022 montre que 76% des gens expérimentent un burn-out occasionnel et 28% un burn-out constant. Byung-Chul Han parle de la tyrannie de la positivité. La positivité, c'est toute action menant à la réussite, à l'optimisation de soi et à la poursuite d'objectifs. La négativité, quant à elle, c'est tout ce qui est règles, restrictions, contraintes, limites. Mais c'est aussi l'ennui, les attentes et les temps de réflexion. En gros, tout ce qui nous empêche de poursuivre la réussite. Mais dans cette société de la réussite où on semble libre, nous n'avons pas supprimé l'aspect du travail. Le « tu dois » de la société disciplinaire est en fait devenu un « je dois ». Ce n'est pas qu'on veuille réussir, mais que la réussite est en fait impérative. Tout comme une société disciplinaire attend de l'obéissance, une société de la réussite exige des résultats. Ne pas performer dans une société de la réussite a des conséquences. Han dit « La société disciplinaire est toujours gouvernée par le non, sa négativité engendre des fous et des criminels. La société de la réussite crée des dépressifs et des losers. » Han dit encore, j'aime beaucoup ses travaux à lui, « La dépression, qui aboutit souvent à un burn-out, résulte d'une excitation excessive, de surménage constant et d'une autoréférence excessive qui ont pris des traits destructeurs. Le sujet performant, épuisé et déprimé s'autodétruit pour ainsi dire. Il est fatigué, éreinté par lui-même et en guerre contre lui-même. » Ce qui aggrave les choses, c'est le rôle de la technologie dans la perpétuation de cette pression excessive. Cela se traduit par une surstimulation permanente, un excès d'informations et des impulsions. Notre attention chute en flèche et elle se fragmente, tout ça on l'a vu. Nous sommes désormais devenus incapables de la contemplation profonde. Au lieu de cela, nous avons développé une forme d'hyperattention, une forme d'attention dispersée qui nous permet de nous concentrer superficiellement sur plusieurs choses en même temps. Nous sommes devenus une espèce multitâche et nous en sommes fiers. On voit ça sur les offres de poste où la liste des tâches et des compétences à maîtriser ne fait que croître.
Mais à tout faire, on ne fait rien de profond et de substantiel, et on est surtout mauvais en tout. Pour Byung-Chul Han, encore une fois, cette hyperattention n'est pas un progrès, mais une régression. Et quand ton esprit est dans cet état, c'est impossible d'être présent à toi-même, parce qu'être présent à soi, ça demande une attention dirigée, pas capturée, mais bien dirigée. Ça demande de pouvoir se poser, de pouvoir se concentrer sur soi, de pouvoir tenir une pensée sans qu'elle soit interrompue toutes les 17 secondes et demie. Or, on ne sait plus faire ça, on ne sait plus rester immobile sans ouvrir un onglet, une application, n'importe quoi qui remplisse le vide. Mais ça, va pas croire que c'est un échec personnel, c'est le résultat d'un système conçu pour nous déposséder de nous-mêmes. Un système qui sait exactement comment exploiter notre biologie, nos peurs, nos besoins. J'ai l'impression d'être un intervenant dans Black Mirror. Là. C'est un système qui gagne de l'argent chaque fois que tu perds une seconde de ta vie. Tu vis dans un monde qui te vole ton attention, t'épuise, te prive de silence et te pousse à courir. Dans ces conditions, ne pas être présent à soi-même, ce n'est pas un bug, c'est la conséquence logique d'un système qui t'arrache à toi. Mais même quand tu es un tout, même quand tu te retrouves seul, il se passe quelque chose d'autre. Le problème, ce n'est pas seulement le bruit extérieur. Le problème, c'est que même quand tu éteins tout, le silence, justement, devient complètement insupportable. Et il y a un moment de la journée où ça devient particulièrement évident, c'est le moment du coucher. On a pris l'habitude désormais de repousser le temps de sommeil pour avoir plus de temps pour soi, entre guillemets. En fait, on appelle ça la procrastination du sommeil par vengeance. L'idée, c'est « on m'a volé ma journée au travail, alors je compte bien récupérer ma soirée ». Mais plutôt que de la récupérer en passant du temps avec soi, on fuit dans la distraction facile. Alors on rogne de plus en plus sur le sommeil, on reste éveillé tard et on scrolle jusqu'à pas d'heure. On regarde des vidéos qui ne nous apprennent rien, on doom scroll à l'infini. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment du temps pour soi ? En réalité, cette procrastination sur les écrans rend encore plus fatigué, encore plus anxieux, encore plus vide. Parce que ce qu'on évite en réalité, c'est pas juste d'aller dormir. Le moment du coucher, c'est un moment où l'on pourrait être seul avec soi-même, un moment où on pourrait faire naturellement le bilan de la journée, de nos choix, de la direction que prend notre vie. Or, on ne fait plus ça. On préfère être explosé devant TikTok à 2h du matin plutôt que de penser à notre vie. Parce que penser à sa vie, c'est regarder en face ce qu'on n'a pas accompli, ce qu'on a raté, ce qu'on regrette, ce qu'on ne sait plus et ce qu'on n'ose pas vouloir faire. C'est aussi définir quels sont nos objectifs et les rêves que l'on désire concrétiser dans notre vie. Alors le silence agit comme un miroir, et ce miroir, on ne veut pas le regarder. En fait, quand tu coupes les stimulations extérieures, ton cerveau, lui, il s'éteint pas. Il bascule dans un mode particulier qu'on appelle le réseau en mode par défaut. C'est un réseau cérébral actif pendant la pensée autodirigée et l'introspection. Il s'allume tout simplement quand tu n'es plus occupé à une tâche précise, quand tu regardes par la fenêtre du train, quand tu es sous la douche, quand tu marches en musique, quand ton esprit vagabonde, quand tu écoutes Petit Bambou. Sa fonction, en fait, c'est l'errance mentale. Il va permettre de se souvenir du passé ou d'imaginer l'avenir, en créant des scénarios et des idées spontanées. C'est ce moment-là où, quand tu te douches, tu te dis « Oh putain, j'ai une idée de génie !» C'est parce que tu étais en mode par défaut. Et c'est là que les solutions apparaissent face à un problème. C'est là que ton esprit erre, relie, crée. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil, parce qu'avant de s'endormir, on passe forcément par cet état. Mais ce même réseau qui est absolument magnifique, quand la vie intérieure est douloureuse, peut se retourner contre toi. Les études montrent que quand le réseau en mode par défaut se dérègle, il devient le terrain de la rumination et de l'auto-préoccupation excessive et de l'autocritique permanente. Quand tu portes de la honte en toi, de la fatigue, des regrets, des peurs, le réseau en mode par défaut ne produit plus de la rêverie fertile, il tourne en boucle, il ressasse, il rumine à fond, qui engendre au total de l'anxiété et une forte dépression. Parce que dans ce silence, il n'y a plus de distraction pour couvrir la douleur, il n'y a plus rien pour empêcher les questions de remonter. Pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que je suis aussi seul ? Pourquoi est-ce que je plais à personne ? Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Pourquoi ma vie est aussi merdique ? Tu sais, ce genre de questions qu'on se pose tous, notamment après avoir échoué toutes les résolutions qu'on a prises au jour de l'an, et qu'on se dit cette année va encore être compliquée. Mais il y a encore quelque chose de plus profond qui empêche la présence à soi, ce n'est pas juste qu'on évite le silence, c'est qu'on a développé un rapport violent avec nous-mêmes. On ne se traite pas comme un humain, mais on se traite comme un projet optimisé en permanence. À tes yeux, inconsciemment, tu n'es plus une personne, tu es une meilleure version de toi à atteindre impérativement, un potentiel à exploiter, un tableau de bord à remplir. Bref, tu n'es qu'une liste de tâches à accomplir. Alors tu te surveilles en permanence, tu t'évalues et tu te juges très négativement. Et surtout, tu te compares aux autres en permanence, notamment grâce à Instagram et les autres réseaux sociaux. Donc tu te blâmes de ta vie misérable et tu ne te donnes jamais le droit de te reposer parce que tu ne le mérites jamais assez à tes yeux. Tu es ton propre tyran et tu es en guerre avec toi-même. Je parle en connaissance de cause. Je mets 3 mois à sortir chaque vidéo alors qu'à l'heure actuelle j'ai genre 115 abonnés. Et pourtant, voilà la pression que je me mets en permanence. Et dès que je bosse pas sur mon script, que ce soit en jouant de la guitare, qui est une passion que j'ai depuis plus de 15 ans, ou en allant à la salle de sport, qui est quand même une manière de prendre soin de soi, eh bien le fait de ne pas travailler sur une vidéo YouTube, j'ai un sentiment d'échec chronique.
Alors que, j'ai pas de monétisation, j'ai pas une communauté derrière, cette vidéo va peut-être faire 20 vues, ça sera déjà bien, hein. Mais voilà, j'ai aucune pression à avoir. Mais comme c'est mon objectif d'en vivre, mais je me mets une pression monstrueuse et sans le vouloir. Dans le fond, cette vidéo est autant pour toi que pour moi, hein. Soyons honnêtes un peu. Alors, dans ces conditions, comment tu veux être présent à toi-même? Comment tu veux être présent à quelqu'un que tu considères comme ton ennemi? À quelqu'un que tu exploites comme un esclave? À quelqu'un que tu passes ton temps à insulter dans ta tête? En gros, la présence à soi devient insupportable parce qu'elle expose l'écart entre qui tu es et qui tu crois devoir être. Comme le dit le youtubeur The School of Life, nous sommes des menteurs de génie. Nous trichons avec nous-mêmes mieux qu'avec quiconque. Le drame humain réside en partie dans notre propension naturelle de nous tromper nous-mêmes. Réfléchir à nous-mêmes, à nos sentiments, à notre passé, à nos désirs et nos espoirs est une tâche extrêmement délicate que la plupart d'entre nous s'efforcent d'éviter à tout prix. Nous nous éloignons de nous-mêmes car une grande partie de ce que nous pourrions découvrir risque d'être douloureuse. Comme on dit, quand tu regardes l'abysse regarde en toi aussi, et on n'est pas prêt à se sentir observé par ses profondeurs. On pourrait découvrir que malgré nos désirs d'être une personne honnête, bienveillante et respectable, nous pourrions au fond de notre être nourrir des fantasmes déviants et complètement aberrants. On peut découvrir une part d'ombre en soi ou un désir inavouable. Mais découvrir une part d'ombre en soi ou un désir complètement inavouable ne veut pas dire que l'on est un être abject. On a tous des choses en soi comme ça. Au contraire, avoir conscience de sa part d'ombre nous donne plus de force pour la contrôler et ne pas l'alimenter. Comme le dit le célèbre proverbe amérindien, nous avons tous deux loups qui vivent dans notre esprit. Un blanc comme la neige, pur, bienveillant. L'autre noir comme la nuit, plein de haine et complètement violent. Le loup qui survit est celui qu'on alimente. Et l'aliment, ce sont nos pensées. Alors le silence devient complètement insupportable, donc on fait tout pour éviter cette guerre intérieure. Mais cette fuite n'est pas seulement intérieure, elle est aussi sociale. Aujourd'hui, ralentir, c'est suspect. Vouloir être tranquille, c'est louche, et rester chez soi, c'est presque une anomalie. Les personnes qui aiment rester chez elles un samedi soir ou qui n'ont pas envie de sortir un week-end sont traitées comme des hérétiques. Il faut forcément sortir s'amuser, traduis ça par se bourrer la gueule parce que prendre soin de soi en refusant de boire de l'alcool, c'est être considéré comme être chiant. Rester chez soi pour se recentrer, c'est complètement inacceptable. On perd des amis en vivant comme ça. Hashtag vis ma vie d'introverti. La norme sociale, c'est d'être hyperactif, c'est d'être dans une hypersocialisation permanente et d'être tout le temps très occupé. Si tu n'es pas toujours en mouvement, toujours entouré, toujours en train de vivre ta meilleure vie, alors tu rates forcément quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer de quelque chose. Sauf que dans le fond, la seule chose qu'on rate réellement, c'est soi-même. Aujourd'hui, se rebeller, c'est plus avoir des tatouages comme 95% des gens, ni se faire des piercings partout, et c'est encore moins faire partie du mouvement punk qui jadis était marginal et contestataire. Aujourd'hui, il est devenu tellement banal qu'en être, c'est juste faire partie de la masse. S'insurger, c'est prioriser d'exister dans le monde réel et pas à travers le monde virtuel. C'est prendre soin de soi et réellement prendre soin des gens qu'on aime. C'est d'ailleurs écrire des lettres passionnées à ces gens qu'on aime. C'est aussi apprendre à sourire aux inconnus dans la rue et à les regarder dans les yeux pour peut-être nouer des relations intimes. C'est aussi prendre le temps de vivre nos passions à 100% et c'est apprendre à s'ennuyer, écrire nos pensées le soir à la lueur des bougies pour finalement plonger au plus profond de soi et se connaître comme jamais. En somme, se rebeller aujourd'hui, c'est ralentir. Mais ralentir, ça expose au jugement. Ça va? Tu sors plus, on te voit plus en ce moment, t'es devenu vraiment bizarre. T'as des problèmes? Comme si être avec soi-même était un problème, comme si la lenteur était une maladie. On n'arrive plus à choisir d'être seul volontairement, on ne fait qu'expérimenter la solitude subie. La solitude choisie, celle qui nourrit, qui régénère et qui permet de se retrouver, est devenue suspecte, pathétique. Alors on se conforme, on sort en soirée même quand on n'a pas envie, on s'agite même quand on est très fatigué, on fait semblant d'être là pour rassurer les autres, mais on ne l'est jamais vraiment, et surtout on se rend compte qu'on se fuit profondément. Derrière tout ça, dans le fond, le scroll compulsif, l'hyperactivité, l'auto-exploitation, fuir le silence, ça prouve juste qu'on essaye de fuir de la douleur. En fait, on fuit pas juste parce qu'on s'ennuie, on fuit pas que le vide, on fuit nos émotions, notre histoire, nos blessures, notre honte et nos fatigues. Et ça crée un cercle vicieux, quand tu coupes le bruit, ton esprit se réveille, mais comme tu ne supportes pas tes blessures, tu te détruis mentalement, donc tu rumines. La rumination crée du malaise, alors tu retournes vers les écrans, l'activité, le bruit, la fuite t'empêche de traiter ce que tu ressens, ça s'accumule, la pression monte, et plus ça s'accumule, plus ça fait mal, plus tu fuis, alors tu veux t'isoler à nouveau, et bref, le cercle se referme. Le problème, ce n'est pas uniquement que le monde nous distrait, c'est que même quand il se tait, quelque chose en nous continue de nous fuir. Ce quelque chose, ce sont nos émotions, notre histoire, nos blessures et notre fatigue. Et jusque-là, tu as vu comment le monde extérieur t'arrache à toi, tu as vu comment tu pouvais te fuir toi-même, mais il reste une dernière couche, sinon c'est pas drôle. Parce que toute cette fuite, toute cette guerre intérieure, tout ce bruit, c'est ton corps qui l'encaisse, et lui, il finira toujours par parler.
Il y a un moment étrange qui revient parfois dans nos journées, un moment dont on ne parle jamais, mais que presque tout le monde connaît. C'est quand tu réalises soudain que tu retenais ta respiration depuis plusieurs minutes sans t'en rendre compte, ou que tes épaules sont remontées jusqu'aux oreilles tellement serrées que tu pourrais les briser rien qu'en inspirant un peu trop fort, ou que tu n'as pas mangé depuis des heures et que la faim te frappe d'un coup, très violente, comme si ton corps te rappelait à l'ordre après t'avoir envoyé 100 signaux que tu as ignorés. Ce moment où tu es brutalement rappelé dans ta chair, comme si le corps disait « Hé, je suis toujours là, pourquoi tu m'as laissé tout seul là ?» On ne s'en rend pas compte, mais la plupart du temps, on vit pas dans notre corps, on vit dans notre tête. On s'imagine penser pour avancer, pour comprendre, pour se rassurer, mais souvent, on pense juste pour fuir les choses et on oublie complètement tout le reste de notre corps. L'anxiété en soi, c'est penser trop au futur, c'est créer 1000 scénarios possibles sur ce qui va se passer et se noyer dans l'anticipation, rester coincé dans l'attente du pire et se noyer dans des espoirs. La dépression, quant à elle, c'est penser trop au passé, c'est ressasser ce qui a été, ce qui aurait pu être, mais rester prisonnier de ce qui ne pourra plus jamais changer. Il faut accepter les choses. Mais dans les deux cas, t'es pas dans le moment présent, t'es pas dans ton corps. Ton esprit tourne en boucle encore et encore et encore, comme s'il cherchait un endroit où se cacher. Il construit des scénarios, des explications, des justifications. Il se fabrique des labyrinthes mentaux tellement sophistiqués que n'importe qui pourrait croire que tu es un penseur profond. Mais toi, dans le fond, tu sais que tu penses pour éviter de ressentir. Parce que ressentir, c'est profondément dangereux en soi. Ressentir, c'est rencontrer la part de soi que tu n'as pas envie de regarder. C'est risquer de tomber sur des émotions enfouies, des souvenirs douloureux, des désirs inavouables, des fragilités qu'on préfère maintenir à distance et qui se répercutent sur le corps. Alors on monte dans la tête, on a tendance maintenant à réfléchir soit trop, soit trop peu. Mais on fait tout ce qu'il faut pour ne jamais rester seul avec notre vérité. Et pendant que le mental tourne, le reste disparaît. Le corps n'est juste qu'un bruit de fond, un ustensile, un sac de chair qu'on traîne d'une obligation à l'autre. Une des choses qui rappelle qu'on est vivant, c'est la respiration. Aujourd'hui, on respire très mal. On respire en haut de la poitrine comme si l'air n'avait plus la place de descendre. On vit avec des tensions chroniques qui, un jour, se réveillent d'un coup comme un cri qu'on aurait ignoré depuis trop longtemps. On fait taire la faim, la soif, la fatigue, jusqu'à ce que le corps n'ait plus d'autre choix que de nous faire mal. Ou alors, si on le nourrit avec de l'alcool ou des drogues qui nous fracassent plus qu'autre chose et qui anesthésient tout. Et parfois on appelle même ça la discipline. Regarde les salles de sport, il y a des gens qui sculptent leur corps pour exister, mais qui ne l'écoutent jamais vraiment. Ils ont le casque vissé sur les oreilles, une playlist agressive ou un podcast de motivation qui tourne en boucle. Ils poussent à fond, ils chargent, ils enchaînent les répétitions, mais ils ne font pas attention à ce que leur corps ressent. Ils ne font pas attention à toutes les micro-tensions, pas attention aux signaux d'alerte ou aux limites. On se concentre uniquement sur le plan de la séance, le nombre de répétitions à faire, la playlist qui est en cours, sans jamais écouter les signaux du corps. On a des tensions dans tel muscle, des crampes qui arrivent, des courbatures. Et en fait, souvent, ça mène à des blessures qui engendrent un repos forcé. Et là, quand on est obligé de se reposer, qu'on peut plus aller à la salle pour fuir, souvent, ça va très mal. La dépression fait son entrée, parce que tant qu'on bouge, tant qu'on s'agite, on ne s'entend pas. Mais dès que le mouvement s'arrête, tout remonte à la surface. Cette déconnexion n'arrive jamais par hasard, elle se développe souvent en réponse à des expériences où être pleinement incarné semblait écrasant, dangereux ou tout simplement non valorisé. Peut-être que tu as vécu des situations où te déconnecter des sensations corporelles était le seul moyen de supporter la douleur physique ou émotionnelle. Peut-être que tu as absorbé des messages culturels qui présentent le corps comme quelque chose à contrôler, à améliorer ou à remplacer, plutôt que de l'écouter et de travailler avec. Alors on se coupe de lui, on l'abandonne complètement, on apprend à ne rien sentir en dedans, et ce qui un jour nous a protégés devient la chose qui nous éteint. Le corps, on le voit aujourd'hui comme un outil, comme un objet optimisé à muscler, jamais comme un partenaire de vie, encore moins comme une boussole émotionnelle. Le corps, à la base, c'est quand même lui qui transmet les émotions. On parle bien d'avoir des papillons dans le ventre quand on est amoureux, on parle bien d'avoir la boule au ventre quand on est stressé sur quelque chose, on parle bien de... On a tout un vocabulaire en fait d'émotions liées au corps et on oublie tout ça aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qui me vient en tête, mais on parle de la maladie. Dans la langue des oiseaux, de la maladie, on dit le maladie. Par exemple, quelqu'un qui a des maux de dos, je sais pas, une hernie discale, c'est une personne souvent... J'ai des hernies discales, c'est une personne souvent qui prend tout sur elle et qui ne dit rien et qui n'arrive plus à supporter la pression, et au bout d'un moment, le corps il dit puisque tu veux pas céder, moi je craque quoi, et on se retrouve avec un dos en vrac. Beaucoup de gens ont mal au dos aujourd'hui, et beaucoup de gens taisent leurs émotions et refusent d'être vulnérables aux yeux du monde. Quand on est coupé des sensations corporelles, on manque d'informations importantes sur nos besoins, nos limites et nos émotions. On perd accès au système de guidage qui nous aide à naviguer dans les relations et les décisions. On devient vulnérable à pousser au-delà des limites soutenables jusqu'à ce que l'effondrement se produise. On rate la richesse et l'immédiateté qui viennent de la vie pleinement incarnée. Un corps ignoré, il n'arrête pas de parler, il parle en tension, en fatigue, en douleur, et parfois il hurle. Ça arrive de plus en plus fréquemment maintenant, il y a des personnes qui ont des boulots, ça ne va pas du tout. Un matin elle se réveille, le corps ne répond pas, elle n'arrive pas à se lever. Soit ils ont mal partout, soit juste il y a une forme de paralysie. Le corps il dit stop, j'en peux plus de cette vie. Et ça c'est dû au stress, parce que le stress est devenu notre état naturel.
Pas le stress évident, pas celui qui est vraiment perceptible ou qu'on peut vraiment voir, pas celui des crises violentes ou du danger ou des catastrophes. Là, je parle d'un stress vraiment sournois, discret, celui qui est silencieux, celui qui ne déclenche aucune alarme visible, mais qui active quand même la pédale d'accélérateur du système nerveux. Jadis, ce qui nous causait le stress, c'était quand même les prédateurs ou la famine ou un danger immédiat de mort. Aujourd'hui, tout nous stresse. Notre cerveau réagit à un embouteillage ou à un message vu sur Tinder ou une notification ou un mail du patron, comme si notre vie en dépendait. En fait, dans l'histoire de l'humanité, le stress c'est quand même quelque chose qui nous a permis de survivre, donc son câblage dans le cerveau est très efficace. Le câblage en fait est si efficace que la cascade hormonale de stress se déclenche avant même que les centres visuels du cerveau n'aient eu le temps d'analyser la situation. C'est pour ça que souvent, tu vas fuir un danger, tu vas faire un grand saut, tu vas faire un saut de 15 mètres de long ou quelque chose comme ça, et tu vas te dire mais j'agis d'instinct, parce que tu n'auras pas eu conscience sur le coup du danger qui est arrivé vers toi. Et tout ça, ça passe par le système nerveux autonome, et lui, il comporte deux composantes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, comme son nom ne dit pas, il n'est pas sympathique, il n'est pas gentil. C'est littéralement le mode d'alerte qui permet de fuir ou de combattre. Il fournit au corps une explosion d'énergie, c'est l'équivalent de la pédale d'accélérateur de ta voiture. Et à l'inverse, il y a le parasympathique. Et lui, c'est un petit peu ton frein. Une fois que le danger est passé, c'est lui qui va permettre de détendre la nouille un petit peu et de passer en mode repos et digestion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système sympathique, il carbure H24 avec nos modes de vie, parce que personne ne nous a appris à freiner, à ralentir. Alors on est stressé en permanence tout le temps, c'est pour ça qu'on dit que le stress, c'est le tueur silencieux du siècle. Le stress chronique contribue à l'hypertension artérielle, favorise les formations de dépôts obstruant les artères, provoque des changements cérébraux qui contribuent à l'anxiété, la dépression et à la dépendance. Il contribue aussi à l'obésité en incitant les gens à manger plus pour se calmer, mais aussi en diminuant la qualité du sommeil. De nombreuses personnes ne parviennent aujourd'hui pas à déstresser un minimum. La solution qui se développe inconsciemment, c'est la dissociation. On se met en mode pilote automatique, on est présent physiquement, mais alors intérieurement on n'est plus là. Tu sais, c'est quand tu prends ta voiture pour aller au travail le matin, et le matin tu te lèves, t'as un petit peu la tête dans le coltard, et d'un coup tu te réveilles et t'es au boulot. Tu sais pas comment t'es arrivé là, mais t'y es. T'as complètement dissocié pendant le trajet, t'as pas eu d'accident, tout s'est bien passé, mais ton esprit il était loin. Et ça, on le fait de plus en plus. Ce qui est dramatique, c'est que plus tu ignores ton corps, plus tu perds accès à tes émotions, à tes besoins, à ton identité profonde. Tu deviens juste une masse, une silhouette qui avance, une machine qui exécute les choses, un esprit qui pense dans un corps qui n'est plus qu'une structure de soutien. La connexion entre l'esprit et le corps, c'est une chose réelle et puissante. Lorsque notre esprit est en bonne santé et en équilibre, notre corps a tendance à suivre le pas. Mais à l'inverse, lorsque notre esprit est en mauvaise santé ou déséquilibré, notre corps reflète souvent cet état. Il y a cette citation que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, qui est, alors je ne sais pas parler le latin, mais qui est corpus sana in corpore sano, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Un esprit malade engendre de la maladie. Les problèmes de santé physique sont souvent des reflets des maux de l'esprit que l'on refuse d'observer. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Ce que tu refuses de regarder dans le silence, ton corps le porte. Et le corps, lui, il ne vit que dans l'instant présent. Et c'est pour ça qu'il en est la porte. Alors, après tout ce constat hautement joyeux et motivant, comment on revient à soi ? Eh bien, pas avec une méthode miracle, pas avec un programme en 7 étapes, ou pas en devenant la meilleure version de soi-même. On revient en ralentissant, en choisissant ce sur quoi on fixe notre attention, en ressentant pleinement nos émotions. Alors oui, vu tout ce qu'on a vu plus haut, ça va demander un gros effort. Mais on revient en apprenant une chose si simple qu'elle en devient subversive. Juste être là. La présence à soi commence par une question très bête. Où est mon attention, là, maintenant ? Si tu scrolles comme un dingue et que d'un coup tu t'arrêtes et que tu te poses la question « Mais attends, mais pourquoi je fais ça en fait là ? Qu'est-ce que je fous de ma vie ?» Tu vas automatiquement chercher une activité plus bénéfique pour toi. L'attention aujourd'hui, on ne la dirige plus, on la subit. Ça, on l'a vu et c'est voulu. On nous vend le multitâche comme le Graal, mais il faut revenir au monotâche. C'est-à-dire faire une seule chose à la fois, en faisant de son mieux pour être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Et pour ce faire, il faut que ce que tu fasses ait un sens profond pour toi. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout, sans te soucier que ce soit parfait ou non. Pas parce que c'est quelque chose de productif pour ta vie, mais parce que c'est la seule manière d'être présent à toi-même, parce que ça nourrit en toi un sentiment d'être acteur de ta vie. Mais par une tâche, je parle d'absolument n'importe quoi. Par exemple, ça peut forcément être quelque chose de long comme, je sais pas, écrire le roman que t'as toujours rêvé d'écrire, mais c'est aussi d'autres choses du quotidien, bêtes quoi. Quand tu écoutes quelqu'un qui te parle, tu écoutes à 100%. Tu lâches ton téléphone et tu ne cherches pas à savoir ce que tu vas répondre. Tu écoutes la personne jusqu'au bout, et ensuite, tu prendras le temps de formuler une réponse, mais pas avant. Un autre exemple, quand tu marches pour t'aérer, tu ne fais que marcher.
Donc tu n'y vas pas avec un podcast dans les oreilles, pas avec ton téléphone en étant fixé sur Waze, ni en prenant des photos toutes les 15 secondes pour Instagram. Tu marches simplement. Un autre truc du quotidien, quand tu manges, mange sans avoir un écran devant toi. Alors ouais, là je sais que c'est chaud, et pour moi c'est le truc le plus difficile ça. Et on fait ça parce qu'on est très addict à la dopamine. Mais en mangeant dans le calme, tu sens plus le goût des aliments, tu sens plus la texture, la chaleur, et tu prends en fait plus le temps de savourer, donc tu manges plus lentement, et ce qui aide à garder ta ligne, on va dire. Là j'ai pris l'exemple de si tu es une personne seule, mais manger en famille, c'est le moment le plus convivial de la journée. Donc mangez tous en même temps, sans télé en fond, sans téléphone sur la table, et parlez-vous entre vous, racontez-vous vos journées, racontez-vous vos passions, vos rêves, vos projets de famille. Parce que être présent à soi, c'est aussi être présent envers les gens qu'on aime. Donc c'est très difficile, mais apprends à ne faire qu'une seule chose à la fois. Et surtout, avant de commencer cette chose, tu te poses une question. Quelle est mon intention maintenant ? Pas qu'est-ce que je dois faire, ou pas qu'est-ce qui est urgent, mais bien qu'est-ce que je choisis de faire là maintenant. Parce que l'attention dirigée, c'est ça, c'est reprendre le pouvoir sur ce qui entre dans ta tête. On vit dans un monde qui confond vitesse et vie. Plus c'est rapide, plus c'est synonyme de productif. Tu as faim, commande-toi à manger via une application et sois livré dans moins de 10 minutes. Tu t'ennuies, ouvre ton application favorite et sois diverti en moins de 5 secondes. Tu veux te sentir vivant, enchaîne les expériences, réserve ton prochain voyage indépendamment de la santé de ton compte bancaire. Bref, sors, fais plein de choses, remplis ton agenda, il ne doit y avoir aucun trou, remplis ta vie à 200%. Sauf qu'à force de tout faire vite, on ne ressent plus rien. On bâcle nos repas, on ne prend pas soin de nos proches, on traverse nos journées sans en créer le moindre souvenir, on survole nos relations qu'on ne cherche même plus à comprendre, menant à une destruction mutuelle. On consomme des expériences de vie par procuration via des centaines de vidéos courtes, à la fin on n'a aucune émotion forte, aucun souvenir propre, juste un sentiment diffus d'avoir perdu du temps. J'ai déjà dit plus tôt que se rebeller aujourd'hui, c'est ralentir. Et il y a tout un mouvement, une philosophie sur cela, c'est ce qu'on appelle le slow living. Le slow living, ce n'est pas un mouvement hippie, c'est une nécessité biologique en fait. Ralentir, c'est permettre au cerveau de traiter ce qu'il vit. C'est laisser le temps aux sensations de se déployer. C'est créer de l'espace pour que l'expérience devienne un souvenir. Le philosophe Épicure l'avait compris il y a 2000 ans en Grèce antique. Plus nos plaisirs sont simples, plus il est facile alors de les satisfaire. Il ne prenait pas l'excès, il prenait la lenteur justement, la contemplation et le fait de savourer les choses. Être épicurien, ce n'est pas se toucher la nouille H24 à faire des orgies en buvant du vin comme certains le pensent. C'est se satisfaire du nécessaire comme Balou dans le livre de la jungle et prendre plaisir dans les petites choses de la vie et ne pas courir après des plaisirs vains et instantanés. Le philosophe et poète Henri David Thoreau, qui est très souvent cité dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, prônait aussi les vertus du ralentissement. Quand il est parti vivre 2 ans au bord du lac Walden où il a écrit son best-seller Walden, ce n'était pas pour fuir le monde, c'était pour ralentir, pour vivre pleinement le sentiment d'être, tout simplement pour voir ce que la vie avait à lui enseigner. Il a écrit « Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, me confronter uniquement aux faits essentiels de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et découvrir au moment de mourir que je n'avais pas vécu. » Ralentir, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux. C'est choisir la profondeur des choses et choisir de vivre moins d'expériences dans nos vies, mais donc de privilégier la qualité à la quantité. C'est faire moins de choses, mais les vivre pleinement. Et c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs magnifiques et des choses à transmettre pour notre héritage. Parce qu'une soirée passée en silence sous les étoiles avec quelqu'un qu'on aime laisse beaucoup plus de traces qu'un mois à accumuler plein d'activités qu'on oubliera dans une semaine, surtout si on vit ces expériences en cherchant à les rendre instagrammables. Dans un monde qui va de plus en plus vite, le véritable pouvoir, c'est de ralentir. Parce que ralentir, ça permet de renouer avec son corps et son esprit, c'est donc vivre pleinement. Un exemple complètement bête, il dit vivre, dit respirer. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Si tu existes actuellement, c'est parce que tu respires. Autrefois, on qualifiait une personne, un être, une entité comme morte lorsqu'elle ne respirait plus. Et ça, c'est un processus qu'on fait tous les jours, tout le temps en permanence, et on n'y prête aucune attention. Et respirer, ça paraît complètement banal, mais c'est un truc de fou. Durant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu que durant une simple aspiration, on absorbe en moyenne 10 puissance 22 molécules d'air. Un 10 avec 22 zéros derrière, donc. Et c'est juste colossal. C'est plus de 100 000 fois le nombre total d'étoiles dans notre galaxie. Je sais pas si tu te rends compte. Et tout ça dans ton petit nez. Carl Sagan a même dit que statistiquement, le nombre de molécules d'air est tellement gigantesque qu'en une inspiration, tu inspires une molécule que Jules César ou Gengis Khan ou Kim Kardashian, tu choisis qui tu veux, ont également respiré aussi. Alors imagine que ta respiration, ça te connecte de près ou de loin à ton ou ta crush. C'est énorme en fait. Je veux dire, la respiration, c'est le carburant du sportif. Si tu respires mal, tu as des mauvaises performances. C'est aussi l'outil de celui qui médite. C'est un indicateur de santé globale chez les gens. Le souffle, en alchimie, c'est la quintessence même de la vie.
Et combien de fois tu y prêtes attention à ta respiration? Presque jamais. Tu y fais attention maintenant parce que je suis en train d'en parler. Donc maintenant, tu vas entendre ta respiration. Tu vas sentir la différence de température entre l'air que tu inspires et l'air que tu expires. En plus de tout ça, c'est que la respiration, ça a vraiment un pouvoir immédiat sur ton état intérieur, donc sur le stress. Le docteur Andrew Berman, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, parle d'un schéma de respiration qu'on a identifié et qu'on utilise inconsciemment pendant le sommeil profond, qu'on appelle le soupir physiologique. En gros, le concept, c'est une double inspiration suivie d'une longue expiration. Alors, en exclusivité mondiale, je vais te le faire une fois dans la vidéo, et tu peux mettre la vidéo sur pause pour le faire plusieurs fois si tu veux. Tu peux aussi le faire avec moi pour expérimenter. Donc là, je vais inspirer par le nez à fond, le plus d'air possible, et quand je serai au maximum, je vais forcer pour prendre une deuxième inspiration qui sera forcément très très courte et qui va me gonfler à bloc. Et ensuite, je vais souffler le plus lentement par la bouche parce que ça permet de plus contrôler le débit d'air en fait. Donc là, prépare-toi. 3, 2, 1. Idéalement, il faudrait le faire une deuxième fois. Juste là, de l'avoir fait une fois, ça apaise. Pourquoi ça marche de faire ça? Parce que nos poumons, ce ne sont pas juste 2 gros sacs d'air. Dedans, il y a des millions de petites poches d'air. Quand on inspire 2 fois de suite, on les gonfle presque toutes. Et quand on expire lentement, toutes ces poches vont se vider. Et on élimine alors une énorme quantité de dioxyde de carbone qu'elles avaient stocké jusque-là et qui ne s'était jamais vidé. Or, le stress survient en partie quand le dioxyde de carbone s'accumule dans le sang. Juste 2 ou 3 soupirs physiologiques suffisent à réduire ton niveau de stress en quelques secondes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose à utiliser vraiment quand tu es en état de stress maintenant. Si tu dois aller sur scène et que tu as le trac, il vaut mieux faire du soupir physiologique plutôt que de la cohérence cardiaque, parce que le soupir physiologique va être beaucoup plus rapide. Il y a une autre chose qui est quand même assez importante, c'est que la respiration agit directement sur le rythme cardiaque. Inspirer, ça augmente ta fréquence cardiaque. Tandis qu'expirer, ça va t'aider à ralentir ta fréquence cardiaque justement. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en cours de maths avec Madame Michu. Il y avait tartiflette à midi, il est 14h15. Tu ne bites strictement rien à rien et tu joues surtout ta vie pour pas t'endormir comme un cake sur ta table. Si tu te concentres sur ta respiration et que tu t'efforces d'avoir un temps d'inspiration plus long que l'expiration, forcément tu vas avoir un regain d'énergie et tu vas plus t'endormir. Mais c'est surtout l'inverse qui est utile. Si tu expires plus longtemps que tu n'inspires, tu baisses forcément ton rythme cardiaque, réduisant les marqueurs de stress, ce qui peut même t'aider à t'endormir ou au moins à te reposer et surtout à te déstresser violemment. Et forcément, de te concentrer sur sa respiration, c'est une forme de méditation, et ça t'impose d'être présent à toi-même, ce qui est tout le sujet de cette vidéo. Un article de l'université d'Harvard explique que les gens apprennent à contrer la réponse au stress en utilisant des concepts qui provoquent la réponse à la relaxation. Et c'est simple, il s'agit de la respiration abdominale profonde et de la concentration sur un mot apaisant comme calme ou paix. Mathieu Ricard parle de choses comme ça par exemple. Mais aussi, il y a la visualisation de scènes tranquilles et apaisantes, en plus de la méditation, du tai chi et du yoga. En somme, ce sont des choses accessibles à tous. Mais il y a aussi l'activité physique douce, la marche rapide, même si elle est rapide, ça reste une activité physique douce. Donc le yoga, le tai chi, le qigong, qui est important aussi. Ces pratiques ne sont pas là pour sculpter le corps, elles sont là pour reconnecter le corps et l'esprit. Elles permettent de se sentir et exister d'une manière différente. Puis bien sûr, il y a aussi tout ce qui est soutien social pour déstresser, parler à un proche, se sentir écouté, sentir que l'on n'est pas seul. Puis si la respiration te semble trop abstraite ou que ça te gonfle de respirer, alors on peut revenir à quelque chose d'encore plus simple, la sensation de poids du corps. Sans tes pieds sur le sol et sans la lourdeur ou les impatiences, ou pas d'ailleurs. Sans la chaise sous toi, si tu es confortable ou pas. En fait, il s'agit de faire un peu un scan de tes sensations corporelles. Le simple fait de sentir ton corps dans l'espace, de sentir qu'il a un poids, une température, une dimension, ça te ramène immédiatement dans l'instant présent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ancrage somatique. En gros, le concept de l'ancrage somatique, c'est que le mental, lui, il peut aller partout. Là maintenant, tu peux t'imaginer dans la peau de Napoléon en train de souffrir du froid durant une bataille, ou alors tu peux t'imaginer en train d'assister à un vote au Sénat où tu tapes la meilleure sieste de ta vie en étant grassement payé. Bref, le corps, lui, il existe que dans l'instant présent. Et c'est pour ça qu'il est ton meilleur allié pour y revenir. Tout cela, ça permet de ramener ta conscience au premier plan. Être conscient, ça signifie remarquer et être curieux de tes expériences sans essayer de les changer ou d'y résister. C'est par exemple s'asseoir en silence avec soi-même, sans distraction, à réfléchir sur tes expériences et à explorer comment elles se manifestent dans ton corps, et tout ça, ça peut créer d'énormes changements.
Alors oui, au début ça fait extrêmement peur de faire ça, c'était tout le sujet du début de la vidéo, mais en réalité ça peut profondément changer ta vie. Ça offre un sentiment de reconnexion avec soi, et cette reconnexion crée, elle, un sentiment de retour à la maison. Quand tu redescends dans ton corps, même un tout petit peu, tu sens un peu quelque chose se remettre en place, comme si tu reprenais un petit peu les rênes de ton existence. Tu sens que tu n'es plus un esprit perdu ou flottant au-dessus de ta vie, tu redeviens un être entier, une présence, un être humain complet. Tu le sais donc, le silence peut être fertile ou extrêmement violent. Alors on n'entre pas dedans comme un héros au début, on va y aller par paliers. Ça ne sert à rien de se dire je vais me mettre des périodes de silence tous les jours, 15 minutes. Si tu fais ça, tu vas vriller. Commence juste par des périodes extrêmement courtes. 10 secondes, ça suffit au début. Puis 30 secondes sans ton téléphone, sans musique, sans rien en fond. Et fais ça surtout quand tu as besoin de réfléchir sur une chose. Puis avec le temps, tu vas prolonger à 1 minute et augmenter petit à petit. Ce sont pas des pauses où tu fais rien, ce sont des micro-silences, des moments où tu refuses activement le bruit pour te concentrer sur toi-même, où tu choisis de ne rien consommer et où tu te donnes le droit d'exister sans rien faire. Alors au début ton cerveau il va paniquer, il va vouloir s'enfuir, et ça c'est complètement normal. Il va te balancer en permanence des messages du style « Oh tu es pas con là, t'as pas mieux à faire plutôt que de glander ?» Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais tu restes concentré et tu continues. Et si tu tiens, quelque chose au bout d'un moment va changer quand l'habitude sera ancrée. Le silence ça va plus être un ennemi, tu vas vraiment apprécier ta propre présence. Et de là, la fertilité va naître. Tu vas pouvoir commencer à respirer et à découvrir qui tu es. Et surtout, la plus belle chose que tu vas pouvoir devenir, c'est d'être le voyageur de ton propre esprit. Et là, tu vas avoir des idées de génie, des éclairs de génie comme ça, tout le temps. Tu as une idée, même si ça te paraît con, tu juges pas, tu les notes et tu vas voir qu'en fait, tu es ultra créatif comme personne. En revenant au silence, tu reviens à toi-même, et en revenant à toi-même, tu reviens au monde. On régule pas son stress en luttant contre le monde, on se régule en étant dans le monde. Parce que ton système nerveux ne réagit pas à ce que tu penses, lui. Il réagit à ce que tu vis et à ce qui t'entoure. Un exemple très bête, mais prends la marche. Marcher, c'est bon pour le corps et on le sait tous. Mais c'est aussi bon pour le cerveau. Quand tu marches, tu stabilises ton attention. Parce que marcher, c'est un rythme, tu as une cadence en fait. C'est un mouvement régulier, prévisible et inconscient. Donc en fait, c'est apaisant pour le corps. Ton cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a juste à suivre la cadence. Gauche, droite. Les philosophes antiques et Steve Jobs avaient pour habitude de dire « Quand j'ai besoin de réfléchir, je vais marcher un coup. » Et si tu veux aller encore plus loin, marche dans la nature. Au Japon, c'est une pratique qui s'appelle le Shinrin-yoku. C'est le bain de forêt en gros, littéralement. Ce n'est pas de la randonnée, c'est pas vraiment du sport, c'est juste... Tu vas en forêt, mais juste aller chercher des champignons, c'est faire du Shinrin-yoku en soi. Mais tu marches lentement, tu respires, tu regardes, tu écoutes le chant des oiseaux, tu essayes de regarder les feuilles tomber, tu écoutes le vent qui fait bruisser les feuilles. Les études montrent que passer 2 heures en forêt réduit immédiatement les sentiments d'hostilité, de dépression et d'anxiété. Ça améliore par contre fortement l'humeur, la concentration et le sommeil. Et pourquoi en fait ? Parce qu'en forêt, surtout dans les forêts de conifères, donc les pins, tu respires ce qu'on appelle des phytoncides. Ce sont des huiles essentielles émises par les arbres, et elles augmentent la production de globules blancs, donc la défense immunitaire, et donc font chuter le niveau d'adrénaline. Aussi, en forêt, ton attention, elle se stabilise. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts cognitifs pour comprendre l'environnement autour de toi. Enfin, si tu vas de nuit au milieu du brame du cerf, des renards qui hurlent et des sangliers qui courent partout, là c'est une autre histoire. Mais de jour au calme, tout est stable. Les sons, les odeurs, la lumière. Du coup, ton cerveau, il peut enfin se reposer. Et plus ton niveau de stress est haut, plus les bénéfices sont grands en fait. Et paradoxalement, les gens qui en ont le plus besoin sont ceux qui résistent le plus à cette activité. Parce qu'aller en forêt, ralentir et se poser, ça expose au silence. Mais si tu y vas, que tu fais l'effort et que tu essaies, si tu y restes et que tu te poses au calme, ton système nerveux bascule. Tu quittes le mode combat ou fuite et tu entres dans l'état de sécurité. L'état où tu peux te connecter aux autres, ressentir et être présent pleinement à toi-même. Parce que la présence, c'est pas juste revenir à soi, c'est aussi revenir au monde qui t'entoure, aux gens autour de toi, à ce qui est réel. Et le corps, dans un environnement stable comme une forêt calme, il fait ça tout seul. Enfin, il y a une dernière chose, un dernier levier qu'on peut qualifier de New Age, mais pourtant dont on connaît l'efficacité depuis des siècles. Marc Aurèle, célèbre empereur romain et grand philosophe stoïcien, s'en servait en permanence. C'est simple, c'est puissant et c'est gratuit. Ça s'appelle la gratitude, celle qui consiste simplement à remarquer ce qui est déjà là, ce qu'on a déjà, et pour lesquels on peut exprimer de la reconnaissance, et crois-moi, il y en a bien plus que tu ne le crois. La gratitude en fait, c'est l'antidote au marasme ambiant qu'est notre société actuelle, et à la dépression. Et c'est aussi la chose la plus difficile à pratiquer, quand on déprime, il n'y a pas de hasard. Beaucoup de gens, et j'ai vu ça quand j'étais éducateur spécialisé, disent « Ma vie est pourrie, j'ai rien qui peut me donner de la gratitude ». Et en fait, n'importe quoi compte.
je sais pas moi. Aujourd'hui, un chat a répondu favorablement à mon... Ou je sais pas, j'exprime de la gratitude pour avoir respiré la même molécule d'air que Scarlett Johansson. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de truc con en fait, mais quand on cherche un minimum, il y a toujours quelque chose en fait pour laquelle on peut être reconnaissant. Si aujourd'hui il a plu et que tu as eu un parapluie ou que tu as pu être à l'abri, ça compte, même si t'as rien à manger et que t'es pauvre. Si aujourd'hui, je sais pas, t'as pu manger 3 coquillettes lustu crues, même si c'est peu, c'est toujours ça de prix. Tu peux exprimer de la gratitude pour ça et ça t'apprend à voir les choses belles. La psychologie positive l'a montré, la gratitude stimule les voies cérébrales impliquées dans les sentiments de récompense, dans la formation de liens sociaux et dans l'interprétation des intentions des autres. Elle facilite la sauvegarde et la récupération de souvenirs positifs et elle s'oppose aux sentiments et aux traits de caractère négatifs comme la jalousie, la comparaison, le narcissisme et le cynisme. Les gens qui sont reconnaissants ont tendance à être plus heureux et satisfaits de leur vie. Ils ont de meilleures relations, se font plus facilement des amis, dorment mieux et souffrent moins et surtout sont plus résilients. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut s'entraîner facilement, tout simplement en tenant un journal de gratitude comme le faisaient Marc Aurèle et les stoïciens. Tous les soirs, avant de dormir, tu notes quelque chose pour lequel tu exprimes remerciement. Alors au début, si tu brodis noir, tu vas avoir tendance à te dire que rien ne va chez toi. Et c'est d'ailleurs parce que tu penses comme ça que tu vas mal. En changeant ta manière de penser, tu vas aller mieux. Quelques mois après avoir commencé un journal de gratitude, on constate des changements dans l'activité cérébrale. On peut réellement s'entraîner à être reconnaissant. Cette recherche montre que les émotions ne sont pas figées. La façon dont on vit la vie est une représentation de ce qu'on croit à son sujet à l'instant T. Donc, en agissant sur nos croyances fondamentales sur soi et la vie, on peut changer nos pensées, nos émotions, nos sentiments et intrinsèquement notre destin. Tout ça, tu peux le faire en apprenant à redevenir présent à toi-même, ce qui modifie alors ton comportement. C'est fascinant de constater que l'autoréflexion, l'introspection, donc la présence à soi, peuvent pirater les voies de ton cerveau et te permettre de lutter contre l'insatisfaction chronique. Dans un monde qui fait tout pour t'arracher à toi-même, réapprendre à être là, vraiment là, à toi-même, c'est un acte de résistance, alors je t'en prie, rentre dans la bataille. Parce qu'en faisant ça, tu ne vas pas fuir le monde, tu vas juste apprendre à redevenir humain et découvrir une personne merveilleuse, qui tu es. Je te remercie pour ton temps et ton attention.